Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Pot, je suis Mox. Et je suis Stain. Bienvenue dans votre épisode du podcast que vous préférez au monde. Aujourd'hui, on va tirer un sujet au hasard. Alexis, tu t'en sors? J'essaye d'ouvrir la boîte sans faire de bruit, mec. Oh mince. Arrête, c'est difficile. Les gens ont mal maintenant. Et toi, tu vas kiffer au montage. Oui. Ok, tire donc un sujet et on va en discuter au... On discutait au... Mais... C'était toi qui avais tiré la dernière fois? Je sais plus. Ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné d'épisode. Un Alors que pour eux, ça fait 2 semaines. ça fait 2 semaines qu'ils n'en ont pas écouté. Ok, bon bah je vais tirer alors. Vas-y, amuse-toi. Pardon. Il devient un J'ai chat. craqué. Tu deviens un chat de gouttière quand tu Un tires. chat de gouttière. Ah, qu'est-ce que c'est? Là, c'est tout plié. Oh. Tout plié. Oh, c'est au crayon de bois, donc ça doit être moi. John Wick. John Wick, ok, j'ai jamais vu ces films du tout. T'as jamais vu les John Wick? Jamais. Je pensais que tu les avais vus, moi. Non, même pas. On était pas allé en voir un ensemble? Bah non. Ah, je croyais. Moi, ça... Merde. Je suis ignare à ce T'es sujet. ignare? Ouais. Eh ben, John Wick, c'est une série de films. Il y en a 4 pour l'instant, apparemment. Apparemment. Donc il y aura peut-être une suite. Bah, Peut-être en fait, il y a une suite qui est prévue. Mais sans spoiler, je vois pas comment on peut en faire une. Ok. Voilà. Pour ceux qui ont vu les films, je pense que vous savez Je pense que pourquoi. ceux qui ont vu les films vont savoir pourquoi, mais j'ai du mal à voir comment on peut faire une suite. Une suite. La Nintendo Switch. Alors, qu'est-ce que c'est John Wick? Du Qu'est-ce coup, donc j'ai oublié le nom du réalisateur. Je sais plus. C'est qui la fin de l'épisode. Voilà, merci. c'est la fin. Mais du coup, c'est une série de films d'action. Donc, bah, comme j'ai dit, j'ai oublié le réalisateur. Avec notamment Keanu Reeves, Keanu Reeves, le Keanu meilleur acteur de Reeves. sa génération. le meilleur en acteur principal. L'histoire de John Wick, elle est assez simple. En gros, dans les premiers films, ce qu'on comprend, c'est que John Wick, c'est un espèce d'ancien agent secret, travaillait pour des espèces de mafia un peu chelou et tout ça. Il a essayé de sortir du métier, de se refaire une vie avec une femme, etc. Et en fait, la femme, elle va mourir, on sait pas de quoi, je crois que c'est une maladie, mais c'est jamais trop dit. Et en fait, cette femme, avant de mourir, elle va confier un chien à John. Et John, en fait, il va utiliser le chien pour faire son deuil. Sauf qu'un jour, il y a des mafieux russes qui croisent John avec sa caisse, qui veulent lui piquer sa caisse, et ils vont venir dans sa baraque, ils vont lui péter la gueule, ils vont tuer son chien. Donc John Wick, il va pas être trop content, parce que bah le chien, déjà c'est un chien, hein, donc déjà on ne tue pas les chiens. Oui, c'est clair. Généralement c'est pas bien, mais en plus, c'est le chien que sa femme lui avait confié pour qu'il puisse faire son deuil. Donc il va pas trop apprécier, il va décider d'aller dans une cave, déterrer tout son stuff, et d'aller démonter les gens de la mafia. C'est un bon plan. Il va vraiment les pulvériser. Trop bien. Et voilà, donc ça c'est le premier film, et en fait tous les films se suivent, genre vraiment quand tu démarres le 2, le premier vient, enfin le 2 démarre à la fin du premier, et ainsi de suite. À chaque fois c'est vraiment ça prend la suite. C'est vraiment la chronologie, quoi. C'est ça. En vrai tu peux voir les autres sans avoir vu les premiers, parce que c'est pas les scénarios qui sont incroyables dans les John Wick, même si je trouve que par moment il y a des trucs qui sont vraiment stylés, et qui, en fait c'est plus la mise en scène qui est cool que le scénario en lui-même. Parce que les moments où tu tires des larmes, t'es en mode je sais pas pourquoi je pleure, parce qu'en fait j'en ai rien à foutre de ce mec, mais en même temps c'est triste. Et voilà, donc ça c'est le premier film. En fait par la suite, du coup j'ai pas spoilé parce que forcément les suites, ben comme j'ai dit c'est des suites directes, donc pour spoiler les autres faut que je spoil le premier film. On va éviter de le dire vu qu'on essaye de spoiler un minimum dans cette émission, mais ça c'est le speech de base. Et en fait moi ce que j'aime beaucoup dans les John Wick, déjà c'est le côté action, très très cool. Il y a de l'image de partout, genre vraiment il y a plein d'idées qui fusent tout le temps. Chaque John Wick a genre sa séquence stylée, tu vois. Ouais. Genre là, il y a tout le budget. Ouais, c'est ça, la séquence budget, tu vois. Par exemple, dans je crois que c'est le deuxième, il y a un moment donné où John se fight contre un mec dans un espèce de métro parisien. Enfin, c'est pas un métro parisien, mais... Un métro. Enfin, c'est un métro, quoi, tu vois. Et ils se battent avec des silencieux pour pas faire de bruit, et pour pas alerter les gens. Et du coup, ils se shootent dessus, mais en planquant le flingue. Et en fait, ils marchent les uns au-dessus des autres, et tac, ils essayent de se tirer dessus. Et c'est trop stylé. Et t'es là, genre, oh, c'est trop bien. Alors, il se passe rien. C'est parce que c'est la tension. Mais la tension est là, et c'est trop cool. Et en fait, chaque John Wick a vraiment sa petite séquence bien stylée. C'est trop classe. Les films, ils sont pas trop longs, ils passent vite, et surtout, c'est full action. Tout le long, c'est vraiment 2 heures que de bagarre. Il y a toujours bagarre. J'adore la bagarre. Ça, c'est bien, la bagarre. Ok, donc il y aura pas vraiment de scénario très poussé, quoi. Non, le scénario est pas là. Il y a le 3e film parle un peu plus. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans les John Wick, c'est qu'il y a un lore qui s'étend au fur et à mesure des films, si tu veux. Le premier film, tu crois juste que c'est une espèce de mafia un peu chelou. D'ailleurs, c'est rigolo parce que un truc qui me fait beaucoup rire dans John Wick, c'est à quel point on nous survend John Wick. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils nous disent, bah, tu vois, un truc, c'est pas un spoil, ça se passe très vite au début du film. Un truc qui me fait beaucoup rire, c'est ce passage au tout début du premier film où les mafieux vont chez John Wick et qui lui pètent la gueule et qui lui piquent son chien. Et en fait, on apprend que les mafieux qui ont fait ça, c'est les enfants du vrai parrain de la mafia russe. Et du coup, le parrain de la mafia russe, il apprend qu'ils sont allés péter la gueule à John Wick. Et le parrain appelle John Wick en lui disant, s'il te plaît, laisse mon gamin en vie. Et John Wick lui dit, non, il va crever. Et le daron,
il appelle son gosse et il lui fait bon bah j'ai tout essayé, tu vas mourir. Vraiment, j'adore ce truc. À chaque Trop bien. je te jure, à chaque épisode ils sont là genre bah s'il y a un mec sur terre qui faut pas faire chier, c'est lui. Pourquoi vous êtes allé le faire chier? Et ça me fume de rire dans ces films. Tout ça pour lui voler sa bagnole, quoi. C'est trop drôle. Vraiment, ça me termine. Et tu vois, c'est comme il y a un running gag qui revient souvent, où ils disent, un jour, ils ont vu John Wick tabasser 10 mecs dans un bar avec un crayon. Et tu vois, c'est le genre de truc, mais qui est Incroyable. over. C'est vraiment, c'est over hypé, ça ne sert à rien, c'est complètement con, mais moi, ça me tue de rire. Ouais. C'est le genre de truc que j'adore. C'est vraiment, et j'aime trop ce genre de personnages qui sont juste invincibles, en fait. Ouais. Tu vois, genre, John, il est là, il est en galère, il lui manque un pouce. Il lui manque un œil, il est en PLS, tu vois, il a un bras en moins. Mais non, il va les soulever quand même, c'est John Wick, tu vois. John Wick, c'est le Goku de notre génération. C'est ça. Et même le casting est fou parce qu'ils ont repris pas mal d'acteurs qui viennent de Matrix. Ouais. Mais notamment, j'oublie son nom, mais celui qui donne les pilules. Morpheus. Morpheus, Ouais. l'acteur qui joue Morpheus, c'est dans le film. Voilà, il y a quelques castings qui reviennent. Et voilà, globalement, ce que j'avais à dire sur John Wick, c'est en fait, je voulais juste en parler parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et je pensais que tu les avais vus. Bah non, je suis Et du coup, désolé. c'est des films à voir. Ouais. Bah, de toute façon, d'ailleurs, au moment où on tourne cet épisode, au soir, on va aller voir un film qui s'appelle Monkey Man. Ouais. Que j'ai très envie d'aller voir. Et qui ressemble beaucoup à John Wick, mais façon indien. C'est très très cool. Ok. Avec bah, Dev Patel, qui est l'acteur qui joue dans Slumdog Millionaire. ok, bah au moins j'aurai un aperçu de ce que. T'auras un aperçu, je te dirai si Ouais. c'est plus ou moins bien. Est-ce que c'est John Wick ou est-ce que c'est pas John Wick? Nous verrons. Nous verrons. Ok. Mais bref, voilà, sans résumé. Alors j'aimerais bien en parler plus, mais sinon faudrait que je spoil. Si je peux parler d'un truc sans spoiler, Vas-y, que dis. j'ai beaucoup aimé, dans le dernier film, le quatrième du coup, qui est sorti l'an dernier, je crois en 2023, Mhm. il y a une séquence que j'ai beaucoup aimé, et du coup ça a été confirmé au making of que cette séquence, elle était inspirée d'un jeu vidéo. Voilà, donc ça c'est cool. En fait, il y a tout un plan où John se retrouve dans une baraque et il se fight contre des gens. Ça c'est normal, quoi. Logique, c'est John Wick. C'est John. Et en fait, la caméra, elle se met à tourner et à monter d'un coup. Et en fait, on voit toute la scène vue du dessus avec une musique électro vénère. Et John qui passe de pièce en pièce en fumant les gars, c'est Hotline Miami. Ok, trop bien. C'est Hotline Miami. Trop, trop Et bien. vraiment, la séquence, elle est folle. Et c'est la séquence money shot du film, du coup, Ça marche. qui est vraiment cool. Voilà, je voulais parler de cette séquence parce qu'elle était vachement stylée. Ok, c'est cool, franchement, c'est bien de s'inspirer d'autres médias comme ça. Ouais, voilà. Et ça, c'est super cool. Et surtout, on s'en doutait tous quand on a vu le film. Franchement, j'étais allé voir avec des potes, on a fait, ah, mais c'est clairement Hotline Miami. Et ils ont Mhm. confirmé au montage. Voilà. Et comme je disais, chaque film a sa petite séquence un peu stylée. Moi, j'aime bien dans le 3 aussi. Il y a toute une séquence de Last Stand. Tu sais, quand les gens sont en galère, ils en peuvent plus et Ouais. ils vont fighter tout le monde, même s'ils sont à bout. Et il y a cette séquence-là qui est réalisée avec une petite chanson en fond, genre chanson classique et tout. Et moi, j'adore ce genre de truc. Ouais. Des personnes en train de se fighter avec Ave Maria en fond. Je suis là, genre, oh putain, j'aime bien. C'est trop cool. C'est trop épique, C'est mec. trop épique, mec. Et voilà. Donc bref, si vous avez jamais vu John Wick, bah je vous les conseille. Et en plus, il y a une série, j'ai pas encore vu, mais il y a une série qui s'appelle, j'ai oublié. Super. Elle s'appelle la série John Wick. La série John Wick, vous irez rechercher sur Google, vous taperez la série John J'ai Wick, vous aurez oublié le nom. le nom. J'ai oublié le nom. Mais du coup, c'est une série qui raconte, en fait, c'est un spin-off, donc il y a pas les persos de John Wick dedans. Ouais. Enfin, j'ai pas vu après la série, hein, mais en tout cas, il y a pas John Wick, mais pas dedans déjà. Ok, donc c'est nul. Je vais pas, je sais, Tu je peux l'ai pas, pas, tu peux pas te prononcer. je vais pas me prononcer, Ouais. mais je sais pas. Je pense que c'est pas si bien Tu es- s'il y a pas John dedans, mais Tu es mitigé. en vrai, on peut voir, j'ai pas encore regardé, je regarderai, je te dirai. Ok. Mais du coup, c'est une série qui raconte l'histoire des hôtels, parce qu'en fait, Continental, c'est ça dans la série. Ah ok, bah ça marche. Continental. Ouais. Et du coup, en fait, dans John Wick, comme j'expliquais, il y a tout un lore autour du milieu de des mafieux. des tueurs, en fait. Ouais. En fait, c'est pas vraiment des mafieux. C'est-à-dire Ouais, que enfin les. le premier, la mafia est concernée, mais en vrai, c'est plus des espèces de tueurs à gages, si tu veux. Ok, Et il y a tout un lore autour de ça, avec chaque pays qui a son hôtel, qui s'appelle du coup le Continental. Trivago. Et en fait, Ibis Hotel. Et en fait, dans tous les Ibis Hotels des tueurs à gages, Ouais. ils ont genre des lois. Genre, ils ont pas le droit de s'entretuer, ils ont pas le droit de parler de leurs prix, machin. Enfin, en gros, il y a pas de business dans l'hôtel. Ok. L'hôtel, c'est un espèce de hub où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais, c'est une façade genre. Ouais, c'est ça. Et en fait, on t'apprend que ils ont leur propre monnaie de tueurs à gages. Ils communiquent entre eux, ils ont leur manière de discuter, ils ont en fait, ils ont toute une société secrète. C'est le crime coin avec le crime phone et le crime. Exactement. Je vais appeler ma cream car ma crime crème Nivea. dans Gotham City Cream. Moi, ice cream. Bon, je vais manger ma ice cream. Et voilà. Et du coup, j'aime bien ce délire-là. Et en fait, la série raconte l'origine des hôtels continentales, du coup. Ok, Voilà. bah, ça peut être stylé, en vrai. Ça peut être intéressant. Ça moi, peut être stylé, mais je pense qu'il faut contextualiser, genre bien préciser que je pense que l'action c'est pas le gros de la série. Enfin, Ouais. j'espère parce que sinon ils vont difficilement faire mieux que John Wick. Ce serait une série sur l'hôtellerie Exactement. avec la Philippe Etchebest qui vient visiter les Ibis Hotels des tueurs à gages. cette crime brûlée est excellente. Oh, c'est pas possible, hein. Cette ice cream, elle est vraiment pas bonne. Cette crime de canard, j'en peux plus.
Bah voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur John Wick. Bah super, donc résumé, John Wick c'est un peu le Sangoku de notre génération avec des flingues et puis Exactement. qui se fight pour la vengeance, qui est une très bonne manière de se défendre. Pas sûr. C'est vrai. Pas sûr de ça. Ne prenez pas nos leçons de vie pour la Vraiment, réalité. rappelez-vous qu'on est juste deux pélos dans une banquette. On est en train de discuter avec de Lofi en fond. Oui. Et bah, Vox, je t'invite à Ouais. tirer le nouveau sujet du Je coup. pioche. Ça, Alors, par contre, il y a plein de papiers là, il n'y a pas qu'un. celui-ci. Oula, Alors, il est long. crayon C'est moi. gris. J'arrive pas à dé... Tu veux de l'aide? Ouais. Nos livres préférés. Mais c'est un petit début. C'est un petit début. C'est quoi tes bouquins préférés? Alors, je suis pas un grand Ça ne lecteur. change rien. Je suis pas un grand lecteur de romans. Par contre, j'aime beaucoup lire tout ce Après qui le est... livre, je parle en général, Ouais. hein. Ouais. Tu sais bien que moi aussi, je suis pas un grand lecteur de romans non Oui, plus. c'est sûr. Du coup, je lis pas beaucoup de romans, mais je lis surtout des livres de, admettons, développement personnel ou autre. Donc, mon roman préféré, je dirais que c'est 1984 de George Orwell, qui est un classique. Hein. Franchement, quand je l'ai lu, j'étais à la fac, je crois. Et je voulais toujours le lire, ça m'a toujours intrigué. Et là, j'avais une raison de le lire. Et franchement, ce livre, il m'a marqué, non seulement de la manière dont il est écrit, mais la manière dont c'est décrit et comment le monde est montré. Genre, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est comme dans un futur dystopique où le monde aurait été contrôlé par une sorte d'entité qui s'appelle Big Brother. Tout est dirigé par Big Brother, en gros. À la télé, il passe toujours des messages, il parle de propagande ou il vante les mérites de Big Brother et de sa société et tout. T'es surveillé, il y a des caméras tout le temps partout, dans ta maison, dans les rues. T'as pas un endroit où t'es toi-même dans ta petite intimité, t'es toujours observé, tes faits et gestes sont là. Il y a la police de la pensée, du coup, qui analyse tes pensées pour savoir si tu n'es pas en train de comploter contre Big Brother, etc. Et c'est vraiment un truc où tu voudrais pas vivre et c'est horrible. T'apprends que ce monde est en guerre. Le pays où le protagoniste vit, je crois qu'il s'appelle Fabrice. Non, je me rappelle plus son nom. Si t'as oublié Ouais, j'ai un problème avec les noms. les noms et tout. Mais bref, Fabrice est dans ce monde et c'est une sorte de pays. Je sais plus si c'est basé sur l'URSS ou les États-Unis ou l'Europe, un truc du genre. Mais en gros, c'est un pays fermé. Donc il y a des grands murs. Ils connaissent pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Ils savent qu'il y a une guerre entre le pays où ils vivent et un autre pays. Mais les infos qu'ils reçoivent, sont-elles vraies, sont-elles fausses? Le lecteur lui-même ne peut pas le savoir, que tout est évoqué du point de vue du personnage principal qui s'appelle donc Fabrice. Donc le monde, on l'expérimente avec ce point de vue de juste une personne qui vit dans une société contrôlée par la propagande, etc. Il est dans un travail qu'il aime pas, il doit faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il pense. C'est vraiment horrible. Et il se passe des trucs qui font que il va peut-être essayer de s'émanciper de cette société, sans trop en révéler. Mais ça montre que si le monde se dirige dans cette direction, on est tous foutus, genre. Et ce livre, il met vachement mal à la fois, mais en même temps, il te fait réfléchir. Et tu te dis, ça pourrait arriver. Et c'est sûrement quelque chose qui arrive déjà, genre. Dans Bah, les... Ce qui est fou, c'est que c'est un livre qui est vieux, Qui est vieux, mais- toujours d'actualité. Toujours d'actualité et même genre en Corée du Nord, etc. Mhm. C'est un scénario qui vivent actuellement les gens et je pense pas que même eux ils s'en rendent compte parce qu'ils ont pas le contexte extérieur dans le monde, tu vois. Ouais, ils sont pas au courant. Ouais, et vraiment c'est sûrement mon livre préféré. Moi, si je dois en donner un, bon, évidemment, c'est Dreamland, Ouais, qui est un manga du coup. qui est un manga, mais du coup, vu que j'ai mis dans les sujets... Oh là là, Je suis choqué. tu ne t'y attendais pas. Oh my god. Je vais peut-être pas en parler, donc si je dois parler juste de romans, je dirais que mon roman préféré s'appelle Jack et la mécanique du cœur. Vous connaissez peut-être. Il y a eu un film. Ouais, il y a eu un livre. Il y a eu un film, il y a eu plein de choses autour de ça, parce que tout vient d'un même artiste que j'adore énormément, qui s'appelle Mathias Malzieu, mais qu'on connaît dans le monde de la musique comme Dionysos. Ça te parle peut-être? Pas du tout. Non. Je connais le dieu, mais Bah, il a fait pas mal de trucs très très stylés, du coup, Dionysos, et notamment, bah, il écrit du roman. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a créé tout un univers autour de ses romans, qui s'appelle Extraordinarium. D'ailleurs, il a sorti une compilation il y a pas longtemps, une intégrale avec tous ses livres, et dans ses livres, il y a Jack et la mécanique du cœur. Et le concept, il est super bien. En fait, c'est un univers qui m'inspire beaucoup. J'aimerais avoir la même imagination que lui pour créer ces univers. Du coup, Jack et la mécanique du cœur, ça se déroule dans un univers totalement fictif qui ressemble beaucoup à ce que fait Tim Burton. Ça se voit notamment dans le film, qu'il a réalisé le film du roman en lui-même, Ouais. donc clairement c'est sa vision, tu vois, donc on sait que c'est vraiment ce qu'il a imaginé à la base. Et donc dans ce film, les humains, ils sont un peu rapiécés, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu perds quelque chose, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone, mec? non, je suis en train de Ah, t'es en regarder, train de regarder à quoi ça ressemble? pour voir si je l'avais vu ou pas. Mais Il y a un monde où tu l'as peut-être vu, mais il y a longtemps. peut-être, mais ça me dit rien là pour le moment. Moi, j'avais découvert avec le film à la base, c'est après que j'ai eu le roman. Ok. Et donc du coup, dans ce monde, il y a les humains, il y a des humains qui sont rapiécés. En fait, pour réparer ces humains, on leur fout des espèces de trucs dits bizarres. Genre, il y a un mec qui perd une colonne vertébrale, et ben on lui met un xylophone à la place, tu vois. Ok. Non, c'est pas. Si, c'est un xylophone avec les petits machins que tu tapes dessus. Oui, c'est ça. Je crois que c'est un xylophone.
Et donc dans ce monde bizarre, Jack naît avec le cœur congelé. Sa mère l'amène dans le plus haut château, si tu veux, d'une espèce de montagne enneigée, pour que la sage-femme le soigne. Et elle décide de remplacer son cœur par une horloge. Et en fait, il y a 3 règles que Jack doit respecter pour pouvoir rester en vie. Il doit pas toucher à ses aiguilles, il doit pas tomber amoureux, et il doit maîtriser sa colère. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber amoureux. T'as dit quoi? Il va faire les 3. Il va faire les 3, voilà. Il va tomber amoureux de Miss Acacia, qui elle a un problème lié aux jambes, et en fait, je sais plus c'est quoi exactement, mais je crois que c'est un truc genre quand elle danse, elle a des espèces de lianes, je sais pas bien, je sais plus trop. Du coup, il va tomber amoureux de... Exactement, il va tomber amoureux d'elle, et elle va partir loin, il va décider de faire le tour du monde pour retrouver Miss Acacia. Et du coup, c'est une super belle histoire qui est très jolie, qui parle beaucoup, d'amour forcément, mais aussi des gens qui sont un peu reconstruits, si tu veux. Tu as des gens qui vont mal, etc., et qui vont essayer de passer par-dessus leur handicap. Et c'est très cool parce que Mathias Malzieu justement souffre d'une maladie. Et en fait, du coup, il met beaucoup de lui dans ses œuvres. Je pense notamment à Journal d'un vampire en pyjama, qui raconte l'histoire de comment il a vécu sa maladie et de comment il s'en est adapté. J'ai plus le contexte exactement, mais c'est une maladie qui est liée au sang, je crois. Et en fait, ça fait qu'il saigne beaucoup plus que les gens dès qu'ils sont saignés, tu vois. Et voilà. Et donc, Jack et les Mécaniques du Cœur, c'est vraiment un super bouquin qui est très très beau avec une fin très très touchante. Je conseille le livre, je conseille le film, mais je conseille surtout l'album du truc, parce qu'en fait l'album raconte l'histoire du livre et toutes les chansons se suivent. C'est une histoire complète. Ça a été fait par Dionysos. Et tout a été fait par Dionysos. Dionysos a réalisé le film, il a fait le roman et il a fait l'album. Voilà, franchement super. Tout se retrouve au même endroit et Mathias Malzieu du coup qui est son nom d'auteur et Dionysos son nom de chanteur. Voilà. Deux univers différents. Très bien, franchement trop bien. Ouais, c'est très très cool. Vraiment, je vous invite à lire, à écouter et à regarder. C'est vraiment faites les 3 en même temps. Faites les 3 en même temps. Un œil sur le bouquin, un œil sur le film et les oreilles qui écoutent. Voilà. Je sais pas si tu veux qu'on en parle d'autres choses ou qu'on change de sujet. Enfin, je veux dire d'autres livres ou on change de sujet. On peut parler d'autres livres, mais on peut aussi changer de sujet, je ne sais pas. Le sujet, ça peut être bien, en vrai, parce que je pense que beaucoup de nos trucs préférés sont dans les sujets aussi, donc oui, c'est vrai. On va pas trop épiloguer. Ouais, c'est vrai. Juste pour donner des petits conseils si vous voulez des livres sur le développement personnel. Oui, c'est vrai, j'ai te proposé d'en donner. J'ai plus trop les noms en tête, mais mon préféré de tous les temps, c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza, du coup, qui t'apprend que en fait tu es plus capable que tu ne le penses, ton cerveau a plus de capacité que tu ne peux l'imaginer, parce que littéralement on expérimente cette réalité avec les 5 sens, et là il te montre qu'avec ton cerveau tu peux vraiment changer ta manière de te comporter, ta manière de vivre, et même ça peut se répercuter sur ton ADN, genre les problèmes que tu as, etc. Problèmes de santé, tu peux les guérir toi-même avec la simple force de ta pensée, et je trouve que c'est vachement inspirant. Et je peux guérir mon doigt perdu avec la pensée. Passons à un autre sujet. Non, mais en vrai... Non, j'ai compris, c'est les problèmes un peu plus liés au physique... Enfin, comment dire. Admettons, moi qui ai de l'eczéma, je pense que j'arriverai à le traiter avec mon cerveau. Mais il faut que je m'y mette, la méditation, etc. Chose qui est un peu compliquée en ce moment, mais j'arrive à m'y remettre de plus en plus. Tu vas y arriver, Maxime Jésus. Merci, Alexis Kuhn. Écoute, on va peut-être tirer un 3e sujet. Ok, bah je me lance alors. Allez. J'ai encore fait des bruits bizarres en pioche. Bah bravo. Ah, c'est encore moi. Ah putain, encore un truc que je vais parler, tu vas m'écouter. Bah écoute, c'est pas grave. Les ogres dieux. Les ogres dieux. Moi, les seuls ogres que je connais, c'est dans Shrek. Les ogres dieux, bah c'est une série de bandes dessinées. Du coup, bah voilà, on reste dans le thème, hein, ça parle de bouquins. Trop bien. Les ogres dieux. Alors, le nom complet te dit rien, mais j'ai peut-être déjà parlé du premier tome de la série. Du coup, c'est une série en 4 volumes. Ça s'appelle Petit. Je sais pas si ça te parle, peut-être vaguement. Il y a moyen. C'est pas où sur la tranche il est vraiment littéralement marqué Petit. Ouais, c'est ça. Et le bouquin est noir et or. Je crois que oui, je crois que tu m'en as parlé. Je suis pas sûr. Et du coup, c'est un bouquin qui est fait par. Alors là, j'ai un nom sur 2. Je crois que le dessinateur c'est. Alors, on m'a déjà saoulé parce que je le prononçais mal. Alors ça s'écrit Z-A-M-Z-I-N. Moi je dis Zanzin, mais je crois que c'est Zanzin. Zamzen. Je crois que c'est Zanzin qui veut dire Zamzen. C'est Zamzen. Et j'ai plus l'autre auteur, et du coup c'est un très gros manque de respect vu que il me semble qu'il est décédé. Je sais plus son nom, je suis vraiment désolé. Et à son âme. Fait à son âme, j'ai oublié son nom. On va juste parler de Zoom Zoom Zeng. De Zoom Zoom Zeng. J'espère que c'est pas lui et que je confonds pas parce que sinon c'est horrible. On s'excuse aux familles des deux auteurs, qui ont créé les ogres dieux. Je suis vraiment un enfoiré. Mais du coup, les ogres dieux, c'est super cool. Donc du coup, c'est une BD enfin c'est 4 BD. Ouais. Ils font une série complète. En fait, moi j'aime beaucoup ça parce que j'aime bien le définir comme le Game of Thrones de la BD française, genre. À ce point, je pensais que c'était un truc un peu humoristique. Non, c'est hardcore de fou. C'est vrai? C'est hardcore de fou, les ogres dieux. Ok. Mais le concept même des ogres dieux, il est hardcore. En fait, le délire, si tu veux, bah du coup, c'est un monde médiéval fantastique dans lequel les ogres, en fait, c'est des géants.
et ils vivent dans des châteaux en marge de la société. Ils sont au-dessus de tout le monde. Les humains, ils servent à tout avec eux. C'est-à-dire que les humains, ils leur font à la fois la cuisine, mais ils leur servent aussi de cuisine. Et voilà, ils font de tout, tu vois. Ok. Et donc quand on démarre petit, on démarre au moment où les ogres commencent à perdre un peu de leur superbe entre guillemets, c'est-à-dire que la famille elle se fait de plus en plus petite et surtout ils sont de plus en plus débiles. Et ils comprennent pas pourquoi ils sont débiles parce qu'à la base les ogres c'est une famille de gens très sages et très cultivés. Ouais. Donc en fait au début de petit les ogres dieux c'est juste des gros mongols qui mangent des humains. Enfin, c'est juste ça. Ok. Et en fait ils pensent que c'est lié au fait que du coup ce que j'explique c'est des éléments de lore, c'est expliqué dans la BD au fur et à mesure. L'idée si tu veux c'est qu'en fait les ogres dieux, comme c'est une minorité, ils avaient du mal à s'accoupler pour faire progresser la famille. Du coup, ils couchaient entre eux, dans la même famille. Et quand on connaît un peu les effets de la consanguinité, on sait que ça finit pas de ouf. Ouais. Et donc tous les ogres dieux sont ils sont consanguins. Ils ont de l'eau dans le cerveau. Ouais, voilà, ils ont de l'eau dans le cerveau. Sauf qu'un jour, une des ogres va accoucher en plein repas. Et elle va accoucher d'un petit géant. En fait, il est trop petit pour être considéré comme un ogre, mais il est trop grand pour être considéré comme un humain. Il fait genre dans les 2 mètres, je crois, 2 mètres ou 3 mètres, un truc comme ça. Ok. Et il voit en ce petit géant l'avenir de leur famille, parce que du coup, il a une taille respectable et avec laquelle il peut reconstruire la famille des ogres. Sauf que lui, c'est pas ce qu'il veut, parce que justement, le fait qu'il soit petit, ça fait qu'il va plus facilement aller vers les humains qui sont tyrannisés par les ogres dieux, et qui va du coup décider de s'enfuir parce qu'il a pas envie de juste violer des gens. Oui. Et aussi il a pas envie de rester avec cette famille de sauvages. Voilà. Et donc ça c'est le tome 1 petit qui est très très cool et qui est, je pense, comme tu l'auras capté du coup, vachement plus hardcore qu'il peut laisser paraître. Ouais, moi je pensais que c'était un truc tout mignon. Non. Ah, par contre les dessins sont magnifiques, hein. Vraiment graphiquement c'est une des BD les plus jolies que j'ai lues. Genre vraiment c'est trop beau, c'est tout en nuances de noir et blanc. Il y a pas de trame, il y a un petit peu de gris quand même, mais c'est pas tramé, c'est vraiment du noir et blanc pur à l'encre de Chine. C'est super beau, il y a des doubles pages de fou. Les personnages sont trop détaillés. Enfin c'est magnifique comme BD. Et comme je disais, c'est 4 volumes, en fait, du coup, 4 volumes qui se déroulent avec des temporalités un peu bizarres. C'est-à-dire que t'as le tome 1 qui s'appelle Petit, t'as le tome 2, c'est Demi-sang. Donc ça, c'est un volume qui se déroule en même temps que Petit, mais avec un autre personnage, du coup, qu'on va suivre, et qui va chasser Petit. Donc en fait, le Demi-sang, si tu veux, c'est le méchant des ogres de Petit, mais du coup, là, on le suit en tant que gentil. Et on comprend pourquoi il fait ça, tu vois. Et du coup, c'est cool. T'as un 3e tome, je crois que c'est le premier homme, un truc comme ça, où là, en fait, c'est la suite de Petit. Et le 4e tome, c'est à la fois une préquelle et une suite, mais des années plus tard. Donc en fait les temporalités sont un peu différentes. Et ce qui est fort dommage c'est que ça devait être une grosse saga en fait à la base, c'est censé être vraiment une grosse série sur plusieurs tomes avec à chaque fois un personnage différent et tu suivais cette histoire, mais malheureusement avec le décès de l'auteur ça se fera pas. Mais il n'empêche que je voulais en parler parce que c'est un monument de la BD et surtout c'est une toute première BD, je veux dire franco-belge, vraiment du franco-belge mais plutôt à tendance un peu roman graphique si tu veux, que j'ai lu et qui m'ont donné envie de me lancer dedans et c'est vraiment trop bien, il y a trop de pépites dans les ogres dieux et je le conseille fortement. Un truc que j'adore par exemple tu vois c'est qu'entre chaque chapitre ils entrecoupent ça par une longue page de texte qui explique la vie d'un des géants de la famille et de comment il a posé ses marques dans la famille, dans le monde. Ça c'est trop bien. Je pense que ça t'a un peu inspiré pour Hero, non? Ouais, beaucoup. Quand tu fais une petite légende en début de chapitre. Ouais, c'est ça. Ouais, je le fais beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce concept en fait. C'est vraiment très lourd. Ça étoffe le lore, ça étoffe plein de trucs en fait, et ça donne de la consistance à l'univers. Tu vois. Ouais, ça c'est vraiment bien quand les gens. C'est ça que j'adore. Parce qu'en fait, il y a plein de personnages dont ils parlent dans ces pages qu'on verra jamais et qui sont juste évoqués de nom. Tu vois, tu sais pas qui c'est. En fait, ils t'expliquent après. Genre par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le premier ogre qui a refusé de manger des humains. Et en fait, cet ogre-là, tu vois, c'était un des pères fondateurs de la famille des ogres dieux, tu vois. Et le gars, au début, mangeait des humains comme les ogres dieux, tu vois. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont tout aussi intelligents qu'eux. Pas autant, parce qu'à cette époque, les ogres dieux, c'était vraiment des savants. Genre, c'est eux qui ont limite créé le truc, tu vois. Ils ont compris que c'était des gens normaux. Et il a refusé de manger les humains en disant, non, arrêtez. Ces gens-là, ils sont là pour nous, tu vois. Sauf que son frère, dont on apprend l'origin story dans une autre page de lore, lui, c'était un barbare. Il était très inspiré de Gengis Khan, si tu veux. Donc, c'était vraiment un mec, son kiff de quoi. Bouffer les humains, c'était vraiment son petit déjeuner, quoi. Ouais, c'est trop bien, j'aime bien manger les humains. Oui, j'aime bien le goût. Et son frère, c'est lui qui gérait le palais des ogres dieux à l'époque. Et du coup, il a décidé de bannir celui qui avait refusé de les manger et de l'enfermer dans les entrailles du château et jusqu'à ce que mort s'en suive en fait. Sauf que lui, celui qui était enfermé là, il a décidé de se lier d'amitié avec une humaine qui a essayé de le sauver. Et en fait, il a pu s'enfuir et il l'a retrouvé des années plus tard en ermite dans un espèce de village. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Dans l'ordre, tu t'en fous en fait. Ça n'a rien à voir avec l'histoire que tu suis. Mais c'est tellement bien, tu vois, d'avoir étoffé l'univers comme ça.
Bah surtout le fait que l'auteur soit mort maintenant, le lore on peut seulement le savoir comme ça, donc c'est intéressant. Et ça c'est super bien. Et bah d'ailleurs le tome 4, on ressent beaucoup ce manque parce qu'en fait il est décédé pendant la création. Ouais. Je sais plus si c'est l'auteur ou le dessinateur, sûrement d'enfoiré, j'ai oublié. Et Hubert, c'est ça par contre. Ah. C'est Hubert et Zanzin du coup. Ok, ouais. Voilà. Mais du coup je sais plus lequel est de décédé, je suis vraiment horrible, je suis désolé, j'oublie tout le temps. Et je crois que c'est le dessinateur du coup, parce que effectivement le tome 4 en fait il est pas terminé en termes de dessin. Donc t'as que la première moitié qui est dessinée et ensuite tout le reste est raconté par du texte. Parce que justement il a pas pu terminer le bouquin. Mais au moins il est sorti. Et ça c'est bien. Voilà. Ok. Donc, tout ce que j'avais à dire dessus, donc paix à l'âme de l'auteur qui est décédé, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Il nous a fait une masterclass et ça c'est top. Très bien. Voilà. Franchement, c'est cool. Foncez lire Les Ogres Dieux. Et en plus il y a un coffret qui est sorti cette année. Très cool. Raison de plus les de 4 réunis, qui est super bon. Raison de plus de se plonger dans cet univers. Exactement. On tire un nouveau sujet ou pas? On peut en tirer un quatrième. On en tire un nouveau? Eh ben, honneur à toi alors. Honneur à moi. Honneur à Jésus Mox. Jésus Mox, c'est moi. C'est toi? Le catch. Le catch. Let's go. Enfin un. Moi je vais moins parler parce que j'y connais rien. Trop bien. Mais par où commencer avec le catch en fait? C'est ça le truc. Je sais pas. Qu'est-ce que le catch? Le catch est une discipline sportive très souvent qui passe à la télé, un mélange de multiples sports dont la lutte en général. Et comment résumer en fait le catch? Le catch, il y a beaucoup de choses qui font que c'est intéressant, notamment les catcheurs en eux-mêmes qui sont à la fois des humains surentraînés qui font des trucs de fou que même toi t'arriverais pas à faire. Oui. Ils sont souvent très hauts en couleur et ont des personnalités très très exubérantes. Oui. Qui font que c'est intéressant de les suivre au quotidien, à la télé, etc. Voilà, c'est des gens qui sont très forts, qui ont beaucoup de testostérone et qui ont fort envie de se bastonner et qui ont envie de gagner des ceintures toutes dorées avec des trucs trop beaux dessus pour se déclarer champion du monde de la discipline. Et du coup, tu passes à la télé et puis ça sent perdu. Il se passe des storylines quoi, tu vois, il y a des histoires, c'est vrai qu'il y a toute une vraie histoire dans le catch. C'est compliqué de s'y mettre maintenant, je pense. Je pense pas que ce soit compliqué parce qu'il y a des années derrière Il y a des années derrière, mais en vrai, tu peux te lancer dans le catch, tu regardes un épisode, tu te dis ah ok, lui il est pas gentil, les gens ils le huent. Ah et lui, eux en fait ils sont ennemis. Ok, donc ils vont se battre, mais pourquoi ils se battent? Ah parce que il y a des semaines il s'est passé ça. Donc tout est souvent résumé. Et, ok, ouais, bah oui je sais, il y a un présentateur là qui est très connu, qui. Ouais, il y a toujours. Ça, mais apparemment il est pas très apprécié ce mec, je crois. Tu parles de qui? Juste peut-être, je sais plus. C'est un gars avec des cheveux grisonnants. Très connu. Je sais pas, mais en gros il y a des présentateurs qui commentent les actions du match et les enjeux, les origines des rivalités, etc. C'est ça qui est cool. Et très souvent tout est résolu dans des pay-per-view, ça s'appelle. Donc des pay-per-view, c'est quoi? C'est des événements colossaux où ils mettent vraiment du budget pour résoudre toutes les histoires qui se sont passées avec les catcheurs, toutes les rivalités. Souvent se terminent au pay-per-view, genre soit il y a un nouveau champion, soit la personne a perdu et le champion reste champion. Bref, c'est. Et ça a lieu tous les ans ou c'est? Les pay-per-view, ça dépend. Ça va de tous les mois jusque tous les 2 mois, un truc comme ça. Et puis, oui, ça reste assez court. Donc en vrai, si tu veux te lancer dans le catch, tu peux genre attendre le premier pay-per-view qui arrive. Ouais. Et du coup après ça revient à 0. Ouais. Après il y a des subtilités, tu sais. Admettons, il y a des petits pay-per-view comme des plus gros, comme certains qui sont spéciaux, genre le Royal Rumble, où en gros c'est une course au championnat de WrestleMania. Ok. WrestleMania c'est le gros pay-per-view, genre c'est le truc le plus massif du monde. Où vraiment tout le monde veut y être, tout le monde veut regarder, il y a des trucs de fou qui se passent, des rivalités incroyables, genre The Rock qui est là, qui est revenu d'Hollywood pour vraiment faire une storyline là-bas, avec son cousin Roman Reigns du coup, contre Cody Rhodes, bref, c'est un truc incroyable, genre vraiment... Mais c'est vrai que c'est très lié au cinéma le catch finalement. Ouais, de toute façon tu le vois, il y a plein de catcheurs qui se lancent dans le ciné après. Ah c'est ça, John Cena, tout ça. Et même avant, il y avait les Hulk Hogan, il y avait les Mr. T. Mr. T il vient du catch je crois. Mr. T il vient... Il me semble, hein. Non, je dis n'importe quoi. C'était un acteur de base, mais il s'est intéressé au catch apparemment. Du coup, il a fait des trucs avec Stone Cold et tout. Il y avait Mike Tyson aussi qui était venu. Je sais pas. Enfin bref, il y a plein de célébrités qui viennent à la WWE pour faire des caméos et des trucs peut-être pour promouvoir des films, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment tout un business, tout un truc de publicité, etc. Mais c'est cool parce que les fans de catch, ils sont très à fond dans le catch. Genre, oui. Ils sont dédiés et ils adorent ça, mais ils détestent aussi ça. Ils détestent qu'il se passe des trucs qui vont pas dans leur sens et tout. Et c'est ça qui est cool parce qu'il y a tellement de trucs qui font que tu restes accroché à cet univers. Même moi qui ai pas regardé depuis longtemps, je regarde un peu de loin, tu vois. Des fois, je vois des trucs, je suis genre, ah sérieux, lui
lui il est ça maintenant, lui il est champion de ça. C'est fou. Mais c'est un truc où je suis dégoûté de pas avoir eu la hype. En fait, genre aujourd'hui, j'ai tellement d'autres passions à côté que je sais que vraiment je peux pas me mettre dedans parce que sinon je suis foutu quoi. Je vais perdre ma vie sociale. Ouais. Mais si j'avais maté ça quand j'étais gosse, je suis sûr que aujourd'hui je porterais encore mes t-shirts avec genre Rey Mysterio en gros dessus. mes baggy qui descendent jusqu'au pompes et mes casquettes à l'envers là. Trop stylé, mais avec une grosse chaîne en or. Avec une grosse chaîne en or dollar dessus. Et je ferais des Let's Get Ready to Rumble. En vrai, c'est trop bien. Mais ça fait partie des hypes que je regrette de pas avoir vécu, tu vois. Après, rien ne t'empêche de, admettons, lancer YouTube et puis de mettre une vidéo de catch, parce que à l'heure d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chose qui n'était pas possible dans les années 90 à son pic de popularité, le catch, maintenant tout est vraiment résumé. T'as des highlights, genre t'as des moments forts de tout ce qui s'est passé à Raw, SmackDown ou autre, même au pay-per-view. Avoir des matchs complets gratuits, mais pas tout. C'est vraiment des vidéos spéciales à des moments, tu vois. Mais il y a pas que la WWE, il y a aussi récemment, il y a quelques années, la AEW qui est montée en popularité et qui est vraiment un concurrent direct à la WWE, qui les force peut-être un petit peu à faire monter leur scénario et tout, parce que au bout d'un moment, ça se sentait que la WWE se reposait un peu sur leur laurier, tu vois. Mais il y a que eux, non? Il y a d'autres gens que eux qui font du catch, que la WWE. Moi, c'est les seuls que je connais. Ouais, comme je dis, la AEW là, qui. Ah oui, du coup, il y a eux. Ouais, il y a la New Japan Pro Wrestling, qui est une société japonaise, comme son nom l'indique, qui est populaire là-bas. Et ça change un peu le Japon par rapport aux States? Oui, parce que les Japonais, déjà les spectateurs japonais ont plus de respect, plus de respect dans le sens où ils sont très silencieux, mais ils vont applaudir quand il va se passer une très belle prise, tu vois, genre. Ils vont pas crier, ils vont pas. Non, c'est pas des Américains. Non, c'est clair. Mais en tout cas, là-bas au Japon, il y a même pas forcément que des Japonais, il y a aussi en fait, il y a des catcheurs de tout l'horizon du monde. Mais ce qui est cool au Japon, c'est que c'est vraiment plus technique. C'est moins overhype qu'aux États-Unis où il y a des promos en backstage où ils sont en train de parler. Ouais, là, je vais faire ça. Et puis après, je vais aller te péter la tronche. Et puis après, je vais gagner le championnat. Ça me fait beaucoup rire, les catcheurs quand ils se teasent un peu là. Je vais casser la gueule. Au Japon, c'est un peu moins ça. C'est un peu plus. C'est un truc qui vient beaucoup dans les nouveaux sports. Genre, je pense à récemment avec je vais pas dire une bêtise, je crois que c'est la MMA quand il y a eu le fight Baki contre. J'ai oublié son nom. Je sais plus. Le fight de Baki qui a eu récemment. J'ai plus le nom de l'autre combattant. Et c'était pareil, il se lançait des crottes de nez pendant un an, je crois. Avant Donc au final, il s'est perdu parce qu'il y avait une écharpe dans l'orteil. Mais moi, j'ai su, tu vois, que je n'avais pas la même à la base, tu vois. Mais le clash m'avait tellement chauffé, j'étais genre, trop bien. J'avais mon favori, je voulais qu'il gagne et tout, tu vois, alors c'est trop bien. C'est chiant qu'il y ait des trucs de genre des pétards mouillés comme ça. Ça dégoûte un peu. Et au catch, tu vois, ça arrive pas souvent, ce genre de truc. Parce que, certes, des fois, ils se blessent, les catcheurs. Mais, pour se blesser au catch, il faut vraiment que ce soit violent parce que les gens tellement surentraînés, tu vois, j'ai l'impression leur corps. Après, l'avantage c'est que c'est scripté aussi. C'est scripté, c'est vrai. On brise la magie là. On brise la magie. Les gens savaient pas que c'était scripté. Attends, c'est scripté, je sais. Non, ouais, c'est vrai que le catch est scripté. Il y a des scénarios, il y a des scénaristes. J'aimerais bien avoir à la salle des scénaristes des gens qui font du catch, genre. Des gens en costard qui se prennent la tête, genre. Ouais, mais lui, il faut qu'il porte un slip vert. S'il a pas son costume bleu paillette ce soir, on est foutu, mec. On va perdre 10 000 personnes à l'audimat. Auditeurs. Purée. Mais du coup, c'est scripté, etc. Le gagnant est déterminé à l'avance, mais il peut y avoir des subtilités, genre comment on dit en français? Le referee. L'arbitre? Ouais, l'arbitre a une oreillette, du coup, avec les gens qui lui soufflent un peu quoi faire, à quel moment, et lui va justement donner l'info au catcheur, genre, on arrive à 14 minutes, il va falloir finir vite. Ça peut arriver que à des moments, il y a vraiment le gros gérant qui arrive et qui fait « Ok, j'ai changé d'avis, il y a lui qui gagne et pas lui. » Donc ça peut arriver, tu vois. Et au final, nous, on n'est pas censé être au courant, mais à l'heure d'Internet, maintenant, il y a des analystes de catch, il y a des gens qui sont à l'intérieur de tout ce qui est là, les insiders, et qui relatent les informations sur Internet, dans des podcasts, etc., qui disent ouais, en gros, là, il s'est passé ça et tout, de base, c'est lui qui devait gagner, sauf que après, il y a eu du drama, etc. Mais c'est fou, en fait, c'est toute une histoire, et ça remonte à des années, tu vois. Mais oui, c'est très très vieux le catch. Oui. Mais de toute façon, le catch américain, c'est pas le premier. Avant, il y avait le catch mexicain, non? C'est venu avant? Je sais. Alors, je saurais pas te dire lequel est arrivé avant, mais je pense que c'est surtout quelque chose qui est ancestral. Genre, de base, c'était la lutte, tu vois. Mais je pense que au niveau peut-être des années 40 ou 50, ça a commencé à être un peu scripté. Et puis, il y a eu des petits trucs qui ont fait que c'était devenu un peu un business. J'avoue que comme ça, là, dans la vie de quelqu'un qui s'intéresse pas du tout au milieu, si je dois plus m'intéresser à un truc, ce serait plutôt le Mexicain qui me chauffe. Parce qu'il y a le côté un peu mystique des catcheurs qui ont la tronche masquée et tout. Du coup, tu sais pas qui c'est et tout.
tout. Ouais, c'est ça. Intriguant. J'aime beaucoup. Ouais. C'est une culture que j'aime beaucoup, moi, ce genre de truc. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Et c'est pour ça que même si je m'intéresse pas au catch, souvent dans les médias un peu, les films, les séries, les BD, ce genre de trucs, quand il y a un personnage de catcheur mexicain, c'est toujours un perso que j'adore parce que ils sont toujours dans l'excès. Ouais, et c'est ça que je kiffe. Toujours là, genre, il aimait déclasser la gueule. Et c'est très rigolo, tu vois. Culture Pot ne condamne aucune ethnie. Mais ils font toujours des clichés comme ça, mec. Ils font toujours des clichés avec leur accent comme ça, là. C'est vrai que dans les doublages français, c'est souvent des trucs comme ça. Mais oui. D'ailleurs, il y a un truc, c'est un peu une espèce de Lost Media de ma tête. Ah ouais, dis-moi. Mais il y a une BD que je lisais quand j'étais gosse. Pardon, il y a mon petit frère que j'ai vu la fête qui m'a trop fait rire. Il y a une BD que je lisais quand j'étais gosse. C'était la bibliothèque de mon père, je l'empruntais et tout quand j'étais gamin. Et c'était une histoire, une équipe de 4 super-héros qui se battaient contre je crois que c'était des méchants, mais je vais peut-être me tromper, si c'était pas genre d'espèces de monstres ou des trucs comme ça. Ouais, ok. C'est vraiment des super-héros, quoi. Et c'était des catcheurs mexicains. Et c'était un peu, je vais pas dire que c'était trash non plus, parce que ça saignait pas et tout, mais disons qu'ils étaient pas, ils avaient un langage familier, on va dire. Et ça me faisait trop marrer. Et j'ai retrouvé cette BD et j'ai trop envie de la relire. Ça a l'air trop cool. Le dessin était trop beau, tout en couleur et tout. Ça me fumait de rire parce que je voyais des mecs en costard qui enlevaient leur costard à la Superman et en fait ils avaient leur catch leur base de mexicains là et ils venaient casser la gueule à des gens torse poil avec leur masque de catcheur mexicain. C'était trop drôle. Incroyable. C'est vrai que le catch mexicain, notamment que le catch c'est de la lutte, tu vois, donc c'est des prises, etc. C'est des gens, des gros mecs musclés qui se prennent et qui se jettent, etc. Ouais. Alors que le catch mexicain, la lucha libre, c'est surtout des gens ultra fins, ultra dynamiques, qui arrivent à faire des sauts de fou et mais oui, c'est trop cool. Se jettent partout. Mais il y a un catcheur US qui a inspiré d'eux, non? C'est Rey Mysterio. Rey Mysterio, ouais. Il a inspiré d'eux, non? Je pense que c'est le plus populaire. C'est vraiment le catcheur lucha libre. On en revient, hein, tu vois, c'est quand même meilleur. Mais du coup voilà, c'est un peu un résumé du catch. Après bon, il y a des petites compagnies un peu indépendantes, tu vois, aux États-Unis qui font un peu des trucs plus hardcore. Notamment, je pense à des trucs que je voyais quand j'étais petit sur YouTube, des gens qui faisaient du catch dans leur jardin et tout, tu vois. Mais c'était des trucs, tu vois, ils voulaient que ça devienne populaire, ils filmaient en manière WWE un peu nulle, tu vois. Et souvent c'était ultra hardcore, genre ils se faisaient passer à travers des tables avec des barbelés. C'est fou. Oui, j'ai même vu un truc où il y avait une sorte de trampoline avec que du barbelé. Ils mettaient des tables en feu, ils se faisaient passer à travers. C'est des zinzins. Ils mettaient des punaises sur le sol, ils se jetaient dessus, mais laisse tomber. Mais il y a un épisode de South Park là-dessus. Oui. Où ils se mettent à faire du catch. Ouais, je me rappelle. Et Kenny, c'est un espèce de catcheur mexicain qui fait de la lucha libre, là, c'est trop drôle. Ouais. Du coup, voilà, en vrai, je pense qu'on a un peu résumé le catch dans sa généralité. Je suis plus trop dedans, du coup, j'ai plus trop de grand chose à dire. Le seul truc sur lequel je peux flex, c'est que quand j'étais petit, dans la cour de récré, il y avait des cartes de catch, les Slam Attacks, et moi j'avais la collection complète. Oh, tu l'as toujours? Je l'ai toujours, et j'ai le John Cena champion qui était à 101 d'attaque et 101 de défense, la meilleure carte du jeu. C'était trop bien. Et tout le monde s'échangeait les cartes dans la cour de récré, et c'était trop cool. Tu les échangeais pas parce que t'avais tout, ça servait à rien. Au bout d'un moment, j'avais tout, mais il m'en manquait une seule, c'était Chris Jericho champion, et je l'avais pas, et du coup je l'ai... Un jour, mon pote Marco, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Hey, j'ai écrit Jericho champion », j'ai fait « Ok, je te l'échange !» Je lui ai échangé un des nombreux John Cena champions que j'avais. T'en avais plusieurs en plus. Je te jure, souvent j'ouvrais des paquets et puis je cherchais juste Chris Jericho champion et je le trouvais pas. Et à un moment, je voyais genre John Cena champion, je fais genre vas-y, c'est trop chiant. Genre j'en ai marre, j'ai pas envie d'avoir la meilleure carte du jeu, tu vois. Juste lui qui me manque et c'est tout. Trop stylé. Voilà, du coup je peux flex avec ceci. J'ai essayé de me retenir, j'ai pas réussi. Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh mais non. Alors pour info, vous voyez pas, hein, mais du coup il y a le petit frère d'Alexis qui fait du trampoline et qui a son vélo. Genre il fait du vélo trampoline. Précisons que mon petit frère a 7 ans quand même, comme ça ils savent. Parce que sinon ça va faire bizarre aussi. Son frère de 35 ans. Ah, il vient de jeter son vélo et il fait du trampoline tout seul. Ah, il y en a marre, il s'en va. Je sais pas ce qu'il fait. Ok, bref, voilà. Je pense que ça compte. C'est ce qu'il fait avec le pot de fleurs. Laisse ce pot de fleurs tranquille. Oh. Je crois qu'il fait du catch dans le trampoline. Ouais. Il garde le sujet. Ouais. Bon, du coup, ça conclut bien l'émission, je pense. Franchement, ouais. Merci d'avoir suivi cette émission. Petit mot de la fin, Alexis, trampoline, catch ou comme tu veux.
Parapluie. Parapluie, n'oubliez pas votre parapluie quand il pleut. C'est un bon conseil.